Salut les Wargamers, c'est Evie de French Bio, votre chaîne de rapport bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000 2025-2026. Et aujourd'hui, les amis, c'est une très belle journée pour nous puisque Game Workshop vient de sortir le patch d'équilibrage. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis sur Twitch, aussi bien en mois d'août qu'au mois de novembre, on sort de deux très beaux événements, les championnats du monde en équipe au mois d'août où la France a été chercher sa 2e étoile et aussi les championnats du monde en solo au mois de novembre à Atlanta qu'on a couvert main dans la main avec Game Workshop. C'est donc grâce à ces différents retours que Game Workshop sort un nouveau patch d'équilibrage, principalement suite à Atlanta et aux dernières datas qu'ils avaient, notamment le fait que 3 armées se détachaient du lot au niveau de leur taux de victoire suite à l'analyse de 30 à 50 000 parties entre octobre et novembre avec l'Adeptus Mechanicus, les sorts de bataille et les Eldar. Game Workshop nous a présenté avec Olivier cette data slate et on va donc pouvoir l'analyser. Avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la météo de la méta et pour toi, quels étaient les points d'intention qu'il fallait se voir couvrir par Game Workshop? Alors, il fallait réagir un petit peu à cette méta qui était en train de devenir très orientée sur ces 3 codex, comme tu l'as dit, avec plus de 60% de taux de victoire, et surtout des mécanismes très peu interactifs qui étaient en train de prendre le pas. C'était le cas d'ailleurs en particulier des Eldar, avec leur retour dans les embarcations, leur capacité à systématiquement ouvrir le bal dans l'attrition, et donc en fait ils ne jouaient pas au même jeu que nous. Et on va voir que désormais ils vont jouer au même jeu que nous, peut-être même vont-ils jouer plus durement au même jeu que nous, donc on va voir ça. Donc ça c'était ça la météo. Ce faisant d'ailleurs ça avait tendance à écarter de la méta tout un tas de codex qui méritaient pas de l'être. Malheureusement les Apex Predators de cette méta là chassaient les mêmes cibles comme le Custo que les IK et SK, donc le Custo a été éloigné de la méta pour des raisons différentes, mais pendant longtemps. Et donc on avait du coup une méta solo en tout cas, qui s'orientait beaucoup sur comment est-ce que je gère l'Eldar, comment est-ce que je gère l'Admech étant lui-même une solution à l'Eldar, et comment est-ce que j'arrive à tout gérer, comme c'est le cas de la Sista, qui gère très bien le Space Marine. Et donc, comme on a eu un retour un peu en arrière donc des IK et des CK, il y a eu un retour des armées Chaos Space Marine et Space Marine sur la place, et ben, c'est des armées qui sont très bien gérées par l'Eldar, la Sista et l'Admech. D'accord, si on se focalise sur la data slate, c'est déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de modification majeure au niveau des mécanismes. On va voir par contre que par armée, ils se sont permis quelques petites adaptations. En commençant par l'Adepta Sororitas, les sœurs de bataille, qui avaient un taux de victoire très important, énormément de ressources sur table, donc sans doute une adaptation des coups en points nécessaire, surtout qu'on a vu qu'ils avaient fait pas mal de yo-yo au sein justement de leur popularité au niveau de la 10e édition, notamment au niveau des mécanismes des dés de foi, des dés de miracle qu'ils allaient avoir, où là je pense que Game Workshop a trouvé un bon équilibre. Maintenant, on voit ici que la seule chose qu'ils ont changé, c'est les coups en points, sans doute par rapport encore une fois à ce nombre de ressources sur table. On commence par les sacro-saintes qui vont prendre 10 points, mais uniquement quand on les joue par 10. On me rappelle que quasiment tous les compétiteurs ces derniers temps en jouaient 30 parce que coup intéressant, moins un bless quand il y avait un personnage, invulnérable à 4, possibilité d'en ramener un certain nombre grâce à l'hospitalière qui elle aussi prend 10 points. La chanoinesse de base prend aussi 10 points, tout comme les dominions qui en prennent 5, les rétributors qui étaient passés de 105 et repassent à 120. Comme quoi on était trop gentil, on a été con, on revient en arrière et c'est très bien. Le nouveau pack aussi de Sanctificateur, lui, prend 10 points, et Morvenval en prend 15. Oui, donc du coup, les rétributeurs, il y a un retour en arrière aussi parce qu'il y a eu amélioration de leurs règles. Donc relance d'air, la blessure et à la touche. Exactement. Et plus un bless sur une unité qui aurait tué des Sista avant, donc ils sont vraiment dans la rétribution désormais. Donc ça montre que Game Workshop est très attentif quand il touche une règle à son équilibrage en points. Ça fait plaisir de voir cette réactivité. C'est normal qu'on ne voit que du rouge sur cette page. La Sista, comme tu l'as dit, avait trop de ressources. Quand on jouait contre une Sista, on avait l'impression que ça ne terminait jamais. Et donc c'est bien aussi qu'ils ne soient pas allés plus loin, parce que leurs règles sont chouettes. Tu as raison, les dés de foi, c'est assez équilibré en ce moment. Donc bravo, et je pense pas que ça sortira à la Sista du jeu. C'est ça qui est intéressant. En général, quand on parle de nerfs fameux, on est toujours dans la peur de se dire est-ce qu'ils sont subtils. Là pour moi on est vraiment sur un équilibrage qui est fait pour donner plus de plaisir aussi bien aux joueurs Sista sur la méritocratie que sur leurs adversaires. Je trouve que c'est parfait ce qu'ils ont fait là. Tout à fait. En fait là, si tu veux continuer à jouer ce que tu jouais, tu viens de perdre 60 points sur tes 30 sacro-saints et 15 points sur Morven parce que tout le monde joue Morven. Donc tu viens de perdre 75 points. 75 points, c'est une unité et demie Sista ou une Sista. C'est bien, on y va doucement, on regarde, on ajuste. C'est franchement la bonne façon de faire.
Complètement. Ensuite, l'Adeptus Custodes. Intéressant, je rappelle que sur la dernière dataslate, Game Workshop avait rééquilibré tout sauf les veilleurs, puisqu'il considérait que le gameplay Custodes ne devait pas se limiter à cette unité-là. Là, il continue dans cette direction avec des petits changements. On voit que les Alarus perdent tous, dépendamment de leurs effectifs, que les Custodian Guard, donc l'unité générique, perd aussi par 4 et par 5. Et derrière, deux super nouvelles, on voit aussi que les Sœurs du Silence perdent beaucoup de points, quasiment 20% quand on les joue par 10. Oui, eh ben, je pense que l'intention, et d'ailleurs ils nous l'ont dit, ils n'ont pas voulu aller plus loin sur le Custodes parce que t'as très vite fait de faire de la merde, notamment si tu baisses trop fortement les Warden, et donc ils vont revenir avec une refonte beaucoup plus intéressante et mieux faite. Là, l'intention elle est claire, redonner un peu d'oxygène, mais pas suffisamment pour remettre une unité de mecs en armure dorée, mais plutôt pour développer la quantité de petites unités autour, pour autoriser le joueur custo à pouvoir jouer la game, à pouvoir screen, bref, à pas être obligé d'exposer des unités à 300 points pour jouer. Et donc on baisse le point un petit peu des Alarus et des gardes, comme ça on donne des points, on baisse significativement les Vigilators et les Witchseekers, comme ça c'est elles qu'on va remplacer et qui vont venir combler les trous, sans avoir forcément à mobiliser les agents de l'Imperium. Yes, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai gameplay au-delà du multiple small unit avec les Sœurs du Silence ? Ben, je pense qu'il y a un vrai gameplay, parce que quand on commence à perdre 25 points par 10 pour les Witchseekers, donc on a des Sœurs du Silence par 10 qui se jouent à 100 points. Bah, franchement, 10 points le modèle, ça commence à devenir intéressant. Et puis on peut avoir de l'attrition, au corps à corps, c'est pas anecdotique. Au tir, c'est pas anecdotique non plus. Ça résiste bien parce que ça a des résistances sur les blessures mortelles. Et puis il y a des détachements dans lesquels on a des reactive moves de 6 flats pour une Sista et un custo en même temps. Donc en termes d'ouverture de game, ce qui est quand même la grande fragilité du custo, parce qu'il est trop élite, bah c'est très bien. Donc j'ai hâte de voir si ce petit changement permet aux joueurs custo de retrouver des latitudes sur l'ouverture de partie, parce que c'est vraiment ça qui peine chez eux. Ok, ensuite on va passer à un autre favori, l'Adeptus Mechanicus. On rappelle, eux, ils ont eu un changement de règle quasiment d'armée grâce à la personne de Belisarius School sur la dernière dataslate, qui leur donnait ni plus ni moins que la règle d'armée des Space Marines, c'est-à-dire un serment de l'instant, une full relance sur une unité ennemie qu'on attribuait à la phase de commandement. C'est ni plus ni moins que le serment de l'instant. Oui. Et, alors moi, vous avez pas vu sur les rapports de bataille dernièrement, mais pour l'avoir joué, il y avait quand même cet aspect très 9ème édition à base de, mec, moi j'ai l'impression de jouer à 2500 points. Oui. Or, là, on voit qu'ils ont tapé, on va découvrir ça ensemble, on voit que Belisarius Call a pris 35 points, il est repassé à plus de 210 points, c'est normal, Game Workshop a vraiment voulu positionner comme un Primark indirectement de cette faction-là. Primark low cost encore. Hein. Et on est complètement d'accord, mais qui a pas un beau cul. Ouais, mais enfin, il fait 3 tirs de Melta Force 14, Melta 3, oui. Et il a une vue à 4. Mais c'est pas le plus beau cul du Wargame. Ouais, mais il traverse les murs comme les Primark, il se soigne. Donc je trouve qu'ils sont... On est d'accord. Ça va. Ils sont pas passés loin de pas mal. Et c'est un petit peu le Morvenn Valle au sein des Sœurs de Bataille, c'est-à-dire comme c'est lui qui donne cette nouvelle règle de serment de l'instant, c'est un peu normal que ça devienne la pierre angulaire de l'armée. Ensuite, on voit que tout ce qui va être Sicarian va aussi prendre des points, notamment par 10 avec 15 points supplémentaires, tout comme les infiltrateurs, 15 points aussi. On voit que les Ballistari, eux aussi, vont prendre 10 points par 1, et que les Pteraxi aussi, on rappelle, ces figurines qui bougent et qui surtout ont 2 PV, et la possibilité d'avoir un insensible à la douleur à 5, va aussi prendre 10 points par 10. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces changements ? Je pense qu'ils sont suffisamment ciselés pour ne pas écarter l'Admech, et c'est bien, parce que l'Admech, on l'a pas vu pendant tout le début, donc il s'agissait pas de lui cogner dessus juste quand il remonte. Je trouve qu'ils sont gentils quand même. Ils sont gentils. Je pense que ça va rester encore top méta, parce que concrètement, dans une armée toxique que vous aviez avant, vous venez de perdre 90 points si vous aviez décidé de jouer vos 60 Rustalker et 60 Infiltrators, ce que vous pouvez toujours faire, vous venez de perdre 90 points. Vous avez perdu 35 points de plus avec Belisarius Call, voilà, donc vous êtes à 125, et puis vous perdez 10 points par poulet qui tire à la Lascane. Donc si t'as perdu un poulet. T'as perdu un poulet. Voilà, si t'en joues 9, tu as perdu un poulet, plus 125 points. Donc t'as quand même perdu des ressources, hein. Tu vas être plus obèse si t'as décidé de mettre un peu de muscle, donc probablement que tu vas plus jouer les 60 Rustalker, tu vas jouer peut-être 20 infiltrés et 30 Rustalker, ou l'inverse. Il va falloir que tu refasses ton build, bien sûr, mais ça ne te donne pas envie de changer de datasheet. Ouais, exactement. Tu vas garder les mêmes datasheets. En tout cas, c'est rare, et ça fait plaisir de voir que là, Game Workshop n'y va pas encore une fois au nerf hammer, tout comme pour les Sœurs de Bataille. Voilà. On va voir qu'ils sont pas capables de la même clémence pour tout le monde. Exactement, ça tombe bien, c'est les prochains. On va passer aux Aeldari, et les amis, minute de silence. Non, là pour le coup...
particulier ce qu'ils ont fait. D'un côté, si vous voulez, on va avoir des changements de règles, puisque les Eldari vont avoir comme changement majeur déjà le fait qu'ils ne pourront plus utiliser les pions de temple aspect sur les personnages qui ont rejoint les unités. On rappelle que ça permet de transformer un jet en 6 et que, comme par hasard, les personnages avaient soit des blessures dévastatrices, des touches soutenues ou des touches fatales. Je sais que certains vont couiner, c'est juste normal. Je rappelle que par exemple chez les Drukhari, c'était déjà le cas avec les incubes. Donc ça, c'est une adaptation qu'il fallait attendre, puisque la nouvelle écriture Drukhari avait pris en compte cette limitation pour éviter que le Seigneur Phénix Dragon il puisse faire 9 touches, que Azurmen il fasse 9 blessures mortelles. Bon, ça c'est toxique. Exactement. C'est bien que ça parte. Et aussi tout ce qui va être mouvement réactif qui ont été grandement changés. Déjà la première, c'est que le moteur stellaire de la manœuvre agile ne permet plus de bouger de D6 supplémentaires, mais de donner assaut au véhicule. Ça, à la limite, pourquoi pas, ça revient à l'advance. Ensuite, par contre, c'est tous les mécanismes de réembarquement, c'est-à-dire jusqu'au Fire and Fade, ne vont plus être possibles. Déjà, le Fire and Fade, quoi qu'il arrive, ne vont plus vous permettre de rembarquer. Et ensuite, tous les mécanismes de remouvement après avoir tapé ne vont vous permettre de ne rembarquer que si jamais vous êtes activé au corps à corps. Oui. Bon, il en reste un seul, c'est celui qui est in-build dans la datasheet de Azurmen, qui n'a pas été changé. C'est ce que nous a dit Game Workshop, en fait. Ils voulaient lutter contre ce qu'ils appellent les uninteractive ability. Donc tout ce qui empêche finalement l'interaction entre les adversaires. Et on avait ce problème-là en V9. Rappelez-vous, les aigles qui venaient, qui tiraient, après avoir tiré, repartaient, on prenait même pas la peine de les bouger. Bon, ça faisait chier tout le monde. Bon, donc là, c'est plutôt sain qu'ils se soient attaqués à ça. Le problème, c'est qu'il fallait dire aux Eldar, bon les gars, vous allez rejouer au même jeu que nous, vous allez mourir maintenant, vos unités vont mourir. Et du coup, comme elles vont mourir, on va vous rendre des points. Ça n'est pas le cas, puisque là on voit que les araignées spectrales ont pris 10 points, mais uniquement par 5, donc dans cette optique à mon avis plutôt de multiple small unit ou de secondaire. On voit aussi que les dragons flamboyants ont pris 20 points, mais que par 10, ils les touchent pas par 5, puisqu'ils avaient déjà augmenté sur la dernière data slate. On voit que Eldrad, qui est donc la ferme APC, et surtout qui rend éligible l'armée à avoir un plus 1 bless grâce à l'ancien Fatalité Doom, je crois. On voit aussi que les éperviers voltigeurs, pareil, ils avaient pris tarif à 10, là, justement, prennent 10 points à 5. Les gardiens de choc prennent 10 points, puisque c'était une des unités low cost de l'armée. Jinzar prend 15 points, Linkies prend 15 points. On rappelle que c'était des personnages qui étaient très synergisants, parce qu'on avait Jinzar, qui était juste une dueliste complètement pétée, qui avait combat en premier, et surtout Linkies, qui permettait de donner le crit 5 au reste de l'armée. Donc pour le coup, le fait qu'on va perdre nos unités, et qu'en plus de ça, on vient de prendre quasiment 10% de points sur les listes, là pour le coup, ça fait mal. C'est dur. Moi, c'est surtout pas très justifié. C'est vraiment, je pense que le chemin à tenir, c'était ce qu'ils ont fait sur la slate. Ça, c'est vraiment plutôt bien senti. On corrige et on adapte les Eldar pour les mettre en cohérence avec ce qu'on a écrit sur le Drukhari, pour éviter les interactions un peu stupides avec des Sustain 2, avec des mortels. Très bien. On évite les trucs trop sans interaction, quoi, qui sont un peu toxiques, et puis les accélérations des 6 plus 1, plus 14, plus débarquement à 3 du Star Engine. Tout ça, c'est très bien senti. Et du coup, on dit aux Eldar, voilà, maintenant, jouez au jeu comme tous les autres. Et donc là, ils vont te dire, bah oui, mais du coup, joue au jeu contre les autres, t'as vu combien je coûte ? Bon, bah, s'il te plaît, rends les points. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est surtout qu'en plus, l'Eldar n'est pas une armée autopilote. Et même avant, quand tu regardes, alors certes les Eldar avaient été remontés au niveau de leur taux de victoire, mais pour moi c'est des armées qui sont très clivantes par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense que les débutants vont perdre toute leur game, et je pense que les meilleurs joueurs au monde vont gagner toute leur game avec l'Eldar. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu creuses encore plus ce fossé en termes de skill de joueur, tant que tu n'auras pas donné des coups en points qui en effet te permettent de jouer à un jeu de trade sain. Alors après, moi je suis pas choqué qu'il y ait des armées qui, par leur ADN, aient un coût d'entrée plus difficile, ça me dérange pas. Ça, je pense que de toute façon, c'est nécessaire. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les armées de spécialistes. Voilà. Mais là, ça pénalise encore plus les deux extrémités. Oui. Bon, là, je pense que ça pénalise tous les Eldar. Hein. C'est-à-dire que là, franchement, ils ont le droit de pleurer un peu. Hein. En fait, ce qui faisait que l'armée était jouable au prix actuel, c'est qu'il y avait une organisation de rejouabilité. Donc, la soutenabilité de l'armée passait par le fait que tu puisses réembarquer, que tu puisses t'engager plusieurs fois. Là, c'est plus le cas, et en plus, on leur remet une douille en point. On est sur le 12e nerf successif de l'Eldar, que serait une slate sans un nerf Eldar, et ils sont toujours là. Donc jusqu'à présent, ils ont tourné la page suivante, découvert une nouvelle datasheet pétée, et ils nous ont repété la gueule. Donc, on va voir si c'est toujours le cas. Je pense qu'on arrive au bout de cet exercice, et donc là, les Eldar vont vraiment queener, et ils auront pour une fois raison de queener.
Yes, à voir encore une fois d'ici 3 mois, s'il ne touche plus aux règles et qu'il baisse les coûts en points. En tout cas, on rappelle aussi, et on a fait une vidéo spécifique là-dessus, les Aeldari se sont vus aussi dotés d'un nouveau détachement très intéressant pour les Arlequins. C'est ça qui fait que y a un univers d'exploration pour eux qui s'ouvre, qui est vraiment très chouette pour le coup. Et donc, j'entends, mais c'est pas juste poubelle, quoi. Je veux dire, c'est polariser la collection et donc les achats aussi. Ça, je suis d'accord. On passe donc au B et au Black Templar. Avant de passer à l'augmentation et à la diminution de coûts en points pour eux et les génériques Space Marine, où est-elle Black Templar au niveau du méta ? Black Templar était un peu absent parce que justement, il a pas d'invue. Et donc, quand tu dois faire face aux Sista avec leur Melta, aux Eldar avec leur Dragon et aux Zadmek avec leur Lascan PA4, Sustain Crit 5, tu t'es pas là. Et donc, le gameplay qui a dominé dernièrement en Black Templar, c'est un gameplay plutôt Gladius ou Stormlance, avec des répulsors Executioner et des frères d'épée dans des logiques très élites et un gameplay assez scripté, assez lisible. C'est ça qui a existé. On n'a pas vu émerger de gameplay de Horde, on n'a pas vu émerger de gameplay très différent. Donc, ça a été un peu absent à la suite de cette découverte. Et là, peut-être que ça va revenir, puisque certains de leurs ennemis prennent un petit coup sur la casquette. Mais bon, on sent que, aussi du côté de Game Workshop, il y a une attention portée. On va augmenter les points de ce qui est très joué, baisser les points de ce qui l'est moins. Je trouve que c'est assez bien senti, et surtout, on les voyait plus souvent sur les tables Game Workshop que sur les tables WTC, parce que manipuler un répulsor Executioner sur les tables WTC, c'est la purge. On est d'accord. Là, si on s'attaque donc aux modifications de coûts en points, on voit que le Castellan a pris 10 points, tout comme le champion de l'empereur, justifié pour le champion de l'empereur, pour le coup c'est le meilleur dueliste du jeu. Ensuite, le répulseur Executioner a pris 15 points. Par contre, on voit que le Gladiator Valiant perd 10 points pour encore une fois proposer une différence entre le Lancer et le Reaper qui a été les chouchous. On voit que l'Execrator a perdu aussi 10 points, tout comme le Doyen de Croisade. Si on passe du côté des Space Marines génériques, on voit que les agresseurs ont perdu 5 points par 5, 10 points par 6, que les Centurions ont pris 10 points par 3, tout comme les vétérans Vanguard à réacteurs dorsaux par 10. Au niveau des bonnes nouvelles, on voit quand même que les Eradicators ont perdu 10 points, et surtout le Storm Speeder Thunderstrike qui va donc permettre de rajouter un +1 pour blesser pendant la phase de tir. Après, on est sur des modifications anecdotiques, type le lieutenant qui perd 10 points pour être un des personnages les moins chers du jeu à 55 points. Est-ce que tu penses, avant de faire le pont sur la version vanille des Space Marines, qu'il y a d'autres choses à annoncer par rapport au Black Templar ? Non, le Black Templar, il y a un petit échec finalement de game design de la part de Game Workshop sur son nouveau personnage, l'Execrator, qui sur le papier avait hypé tout le monde, et là on observe qu'il le baisse en points. Ça veut dire qu'on ne le joue pas. Donc il y a Black Templar, le codex était très riche, et il n'arrive pas à trouver encore bien sa place dans la méta. Il n'y a qu'un seul build qui fonctionne. Donc j'espère que les shifts méta des prochains mois vont lui laisser un peu de place pour s'exprimer. Ce n'est pas sûr. Yes, et concernant maintenant les chapitres un petit peu génériques, on va parler bien évidemment des Ultramarines puisque c'est les Golden Boy de Game Workshop. On voit ici que les Vitrix prennent en coup en point, mais seulement par 6 et pas par 3. Ils baissent par 3. Exactement, oui, c'est surprenant mais plutôt cool en fait, parce que ça va offrir d'autres optiques de jeu, et c'est de toute façon moins intrinsèquement fort et pété qu'une Death Star, parce que c'est ce que Game Workshop aussi voulait éviter. Et aussi, toujours pour parler des Ultramarines, que le nouveau Kato Sicarius a été harmonisé en coup en point par rapport à l'ancien, puisqu'il apporte aussi des règles différentes. Bien sûr. On voit aussi quelques changements de coup en point, notamment au niveau des personnages signatures de la Ravengard. Écoute, les Ultramarines, je pense que comme tu dis, c'est les Golden Boy, donc on va les voir, notamment les Victrix, Kato, tout ça, c'est assez intéressant. C'est normal que l'on ait augmenté les points des Victrix, que certains pouvaient être tentés de jouer par 18, même si moi j'arrive pas bien à voir encore où se situe la vertu de ça. Je trouve ça assez chouette qu'ils aient eu la main intelligemment portée sur la version à 3, parce que 3 ça vaut 100 points, c'est déjà cher, parce que ça doit être dirigé par un capitaine, donc ça veut dire que c'est un budget à 200 points pour une unité de 4 modèles. C'est bien, je pense que c'est bien placé, et donc ils sont à 240 en gros pour les squads de 6. Pour ce qui est Ravengard, on est sur une oblitération en règle, donc un peu façon Eldar, donc les règles et les points. Donc on va avoir un changement de la relique qui permettait de faire un rapid ingress tour 1, donc désormais c'est juste vous pouvez frapper en profondeur tour 1, c'est tout. Vous allez avoir une augmentation des points des Centurions qui prennent 20 points par 6, une augmentation des points de Hitonshan qui passe à 110 points alors qu'il était à 85, vous allez avoir une augmentation aussi des Vanguard, donc tout augmente, voilà, tout augmente de ce que vous jouiez systématiquement, et les mécanismes que vous mobilisiez et qui étaient clés
c'est-à-dire le Rapid Ingress Tour 1 qui permettait, alors que vous aviez une armée un peu faiblarde en termes de résistance, puisque vous étiez que un Marine 100 du 4, de générer une pression dès le tour 1 et d'étouffer votre adversaire. Tout ça n'existe plus. On arrive à comprendre pourquoi ça n'existe plus. Encore une fois, comme les Eldar, on jouait pas avec les mêmes règles. Quand on peut Rapid Ingress T1 et dire à l'adversaire, bon ben en fait tu vas rester chez toi. Et puis bouge de 12 aussi. Et puis bouge de 12, et puis bon voilà. On arrive à comprendre. Voilà, donc ils reviennent en arrière, ils regrettent un petit peu leur écriture du détachement Ravengard, on le comprend. Ça veut dire que maintenant on le regardera essentiellement pour les personnages spéciaux, plus que pour le détachement, ou alors un détachement qui va moins mobiliser la pression sur l'adversaire et plus le up and down de tir. Voilà, un Ravengard de tir et avec un Hitonshan qui va être totem up and down. D'accord. Au niveau des autres chapitres Space Marine, on voit que les Blood Angels n'ont eu comme seule modification le fait que le Sanguinor perd 10 points, il est donc à 130. Je rappelle qu'il a un mécanisme unique qui lui permet de se mettre au corps à corps avec une unité à partir du moment où elle vient de vous charger alors que celui-ci était en renfort. Oui, tout à fait. C'est bien parce qu'on a toujours tous considéré qu'il était trop cher pour ce qu'il faisait alors que son pouvoir est hyper cool. Bon ben là, enfin, ça fonctionnera. Et pour terminer avec les codex Space Marine, on a aussi des changements au niveau des Dark Angels. On voit que Azrael a pris 10 points, normal, auto-include parce qu'il donne un point de commandement et ainsi de suite. Et aussi, belle initiative, alors je pense pas que ça soit suffisant, de diminuer le coût en points des Black Knights, c'est-à-dire des Chevaliers Noirs de la Ravenwing, puisqu'ils sont passés à 80 points les 3 figurines. Enfin les gars, bientôt ils seront donnés quoi, c'est le prix des Outriders, calmez-vous. Non mais, même l'ADN, alors qu'on est sur une unité plus élite, coûte moins cher. Moi je me demande si c'est pas suffisant, hein, parce que quand même, 160 points, les 6 motos... qui vont dans le bon détachement avoir moins 1 pour être blessés, qui sont 1 vue à 4. J'ai redécouvert que c'était pas 1 vue à 5. C'est 1 vue à 5. Je rappelle que c'est donc 1 vue à 5 tir et close. Voilà, j'avais oublié moi. Donc ils ont des 2 à 3 tirs de plasma suivant la distance. Ça fait beaucoup de valeur. Donc franchement, moi quand je réfléchis à du Dark Angel, j'en mets au moins dans le Wrath of the Rock, donc le dernier détachement qui était sorti. Moins un bless si la force dépasse l'endurance pour les unités montées et infanterie. Exactement. Franchement, ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie d'en remettre. Moi je suis content qu'ils aient pas touché au Primark, déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve qu'il a un game design de ouf, et ça fait plaisir, kiffer les gars, franchement kiffer. Moi, j'ai réfléchi un petit peu à une liste Wrath of the Rock. Suite à ça, il y a 2 packs de Ravenwing, parce que je me dis que le 3e, il va être encombrant, les socles Gélus, c'est pénible. Et il y a le Primark et 5 Terminator Deathwing qui arrivent T1 dirigés par un capitaine. Et donc du coup, suivi directement par le Primark, qui peut se blink à la suite de ça. Ça fait un gameplay qui est un petit peu angoissant pour l'adversaire. Complètement. Et c'est super stylé parce qu'on parle de moto, on parle de Terminator de Deathwing qu'on aime. On peut Advance Charge, on peut. Non, attends. Très belle réussite en termes de game design. Exactement, je rappelle que c'est un Ils ont mis le temps. aussi. Oui. Parce qu'il y a eu 2 itérations sur le Primark. Oui. Mais putain, là c'est fine-tuné. Là c'est bien. Et puis tu peux avoir plus de à la force aussi pour un PC. Donc tu peux soit tes Inceptor Bolter qui sont force 7 plus un bless. On a dit que c'était intéressant de mettre le petit speeder qui te donne plus de bless. Donc là, en moyenne, ça fait 22 PV 1 IK. Hein. Les Inceptors Bolter, ok ? Voilà. Soit force 10 sur vos plasmas avec soit les Inceptors, soit les Knights. Franchement, regardez le détachement, je vous le dis. Regardez-le. Autre chose pour clôturer sur les Space Marines, c'est un peu particulier, quelque chose de s'est justifié aussi quand c'est arrivé. Avec l'arrivée du nouveau kit des Terminator marteaux, boucliers, ils font passer le fait de toucher avec les marteaux non plus à 4 mais à 3, tout comme les gantelets, même si eux ont blessure dévastatrice. Donc très intéressant. Et aussi le mécanisme des Terminators d'assaut qui est de faire des tests d'ébranlement à la phase de mêlée n'est plus tributaire d'avoir chargé. Oui. Donc intéressant. C'est juste dommage qu'ils aient attendu la fin de version et de sortir les kits pour faire toucher les marteaux tonnerres à 3. Surtout qu'on les a tous pétés pour mettre des gantelets. Oui, alors après, c'est mieux vaut tard que jamais. Ça avait aucun sens que ces Terminators touchent aussi mal alors que c'est supposé être l'élite du combat. Et même les Terminators Space Wolf qui viennent de sortir touchent à 2 au tir et à 3 au corps à corps. Tu te dis, mais... vas-y, mais à 2 tout, je ne comprends pas quoi. Et à 3 bien sûr, du coup, un marteau parce que c'est plus lourd à bouger. C'est bien aussi que leur pouvoir ne concerne pas que la charge, parce que après tout, soit ils te foutent les boules, soit ils te les foutent pas. Je ne verrais pas de raison que ce soit que quand ils chargent qu'ils te foutent les boules. En tout cas, moi je ne crois pas. Voilà, je ne pense pas que ça les sauve immédiatement, sauf à les jouer dans un détachement où on leur donne plus de valeur, notamment en résistance, par exemple, dans le détachement Dark Angel dont on vient de parler. Mais sinon, comme ça, vanille.
c'est un peu faible. Je suis d'accord avec toi, et même j'ai eu envie de reconstituer la deuxième compagnie de Terminator, et en vrai, le problème c'est qu'aujourd'hui, t'as pas envie de faire du corps à corps avec de l'ultramarine ou avec ce genre de chapitre, tu vois ce que je veux dire? Non. T'as soit pas, en effet, les leviers de tanking, soit les leviers d'attrition ou de projection. Exactement. Je suis d'accord. Ensuite, les amis, au niveau de l'Astra Militarum, pas de changement au niveau de leur coût en points. Game Workshop considère qu'ils sont plutôt balance, et ils ont donc donné un nouveau détachement pour leur apporter de la fraîcheur et surtout du peps de malade. Ouais. Ensuite, on va passer du côté des démons du chaos. On voit quelques petites augmentations au niveau de certains gros monstres, comme le Duc du Changement qui prend 10 points, Kairos qui en prend 15. On voit aussi que Rotigus en prend 15. Par contre, le Gardien des Secrets voit la diminution de coût en points auquel il a bénéficié au niveau des Emperor Children, tout comme Shalaxi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les démons du chaos? On sent que Game Workshop déjà ne les a pas positionnés sur cette 10e édition, ils ont eu des règles très cool, mais qu'ils ont aussi assaini par exemple la notion d'allié au niveau des codex, des dieux spécifiques, je pense à la Death Guard, qui a eu un changement de règles qu'on va aborder juste après. Mais qu'est-ce que tu penses du positionnement démon, on va dire, monocodex? En fait, le démon monocodex, il a toujours été très intéressant depuis le début avec Incursion, parce que Incursion, donc le détachement index, avec ses FEP à 6, avec ses reliques très intéressantes, un stratagème qui a été amélioré, qui est la FEP à 6, juste comme ça, natif, peu importe que tu sois ou pas dans la Shadow des démons, en fait, on le retrouve, il revient régulièrement. Alors là, les augmentations en points, elles sont légitimes, puisque les Ducs du Changement et Kairos ont été EP, donc ils sont passés dommage 3 plutôt que dommage D3 ou dommage 2, donc en fait, il y a un buff des poulets. Il y a aussi un buff de la distance de tir de la deuxième arme du poulet, donc on passe de 12 à 18 et on passe également dommage 2, donc on est moins aléatoire parce que c'est dommage D3. Dans ce détachement là il aura une relique qui lui donne des bonus. Il rigole plus du tout au tir, il défonce 0, 0, 0, 0, 0, donc c'est normal qu'ils aient été augmentés en points et ils sont désormais beaucoup plus intéressants. La relique qui était vraiment très toxique, qui était le Endless Gift sur le grand immonde, qui permettait d'avoir une insensible à douleur à 4 tout le temps. Voilà, maintenant elle passe à 5, c'est pour ça qu'elle baisse en coût. Donc là aussi, Game Workshop assez intelligemment dit bon attends... Ils ont mis le temps. Là pour le coup, l'insensible à 4, putain, ils auraient pu le changer plus vite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont capables manifestement de faire un changement de règle dans un sens, donc de nerf la règle, et donc diminuer les points. Donc on se dit, où était ce raisonnement-là pour les Eldar, les gars? Bon, donc là ils le font. On perd 15 points, donc on regagne 15 points quand on est un démon, et on vient de passer à Finopéla 5, on va toujours la mettre, parce que Finopéla 5 c'est pété. Voilà. Donc, je trouve que le démon, là, on en a envie, parce que un certain nombre de ces chasseurs s'en vont, que on va... Vraiment, je le sens qu'il va revenir. C'est une intuition. Pas seulement, on a une vachette à 240 points, top à la vachette. Quelque part, top à la vachette. Non, mais alors ce qui est bien, c'est qu'en plus beaucoup de joueurs démons ont déjà cette figurine, puisque pendant longtemps c'était une des rares sources d'attrition et de mobilité qu'on pouvait exposer en début de partie et mettre une pression à son adversaire en début V10 avec. Tout à fait. Donc là, on va avoir en incursion du tir avec les Piafos dommage 3. On peut même imaginer qu'un spam de Piaf dommage 3 ça revienne. On pourrait imaginer, déjà on va les voir certainement en Thousand Sun, on va en parler, mais on va aussi les voir... On va bien en parler, excuse-moi. On va bien en parler. On peut imaginer les voir dans le détachement spécifique de Tsench, parce que je rappelle qu'on était dans un tir sans ligne de vue, sans être sans ligne de vue, donc on touchait quand même très bien, et donc là on est dommage 3, donc on peut imaginer plein de choses. Donc les joueurs démons, allez au travail, regardez ce qu'il faut faire, parce que une vachette à 240 points, ça parle, et puis le reste va fonctionner aussi. Yes, on enchaîne avec les Chaos Knight, où on voit, tout comme pour l'Imperial Knight, des changements de coût en points sur les gros robots. Là, on voit que le pillard prend 15 points, alors qu'il avait déjà été augmenté sur la dernière data slate, il est à 390. Là où le Profanateur, lui, va en perdre 10 à 355, et moins 20 points pour le Ruineur. Le Ruinator qui était la nouveauté de cette année. Donc ça tombe bien, moi j'en ai acheté 3, j'ai gagné 60 points. Qui est passé donc à 355 points. Le pillard, on le rappelle, c'est celui qui pouvait être équipé avec 2 fois la même arme. Et donc c'est complètement légitime parce qu'en fait, on se rend compte que son volume de tir complètement débile, de 4d6 plus 12 à courte portée, même s'il n'y avait pas beaucoup de PA, était bien con quand même. Le Force 10 perd moins 1 dégâts 3. Et celui-là, oui. Était surtout beaucoup joué en fait. Ou le double Gatling. Oui, ou le double Gatling. C'était pire. C'était... Donc oui, tu as raison. Est-ce que tu penses que ça assainit le jeu? Est-ce que tu penses qu'ils les font revenir? C'est difficile parce que pour le coup là c'est subtil. Alors déjà, il faut rappeler que dans la dernière dataslate, ils avaient adapté leur pouvoir. Et donc ils avaient dit vous choisissez l'invue à 5 ou le Finopéna 6, c'est plus les deux. Donc ils y vont par petites touches. Je pense que c'est bien qu'on leur enlève de la ressource, parce que surtout quand ils sont en allié démon,
c'est vraiment pénible, hein. Ils vous envoient des bêtes de Nurgle, ils disent eh, vas-y maintenant mon gars, pour tuer une bête de Nurgle il faut des gros trucs, et puis une fois que tu as sorti ton gros truc, ben moi j'ai une cible. Donc je pense pas que ça les fasse partir, parce que c'est vraiment des ajustements faibles, hein. Si vous jouiez 3 des spoilers, ben, vous venez de perdre donc 45 points, c'est quand même soutenable. Vous allez avoir, si vous voulez en jouer 3, vous allez avoir encore un peu moins de chaff unit autour, et donc vous allez être encore un peu plus sensible à des rapid ingress charge, qui est un peu la clé pour jouer contre ça. Donc c'est assez bien senti de la part de Game Workshop. Malheureusement, les baisses des autres ne vont toujours pas les requalifier au regard de la valeur que peut avoir un Lancer, par exemple, ou que peut avoir un des spoilers double Gatling. Ce qui va les faire rentrer ou sortir, c'est la nature de la méta. Donc si dans la méta, on se retrouve à avoir plus dans du 12, type des démons, des grands immondes, ou des choses qu'on blesse très mal, ben là ils vont sortir parce que ou ils vont adapter leurs armes, parce que la Gatling au bout d'un moment ça a des limites. Yes, on continue dans le chaos avec maintenant les Space Marines du chaos, et peu de changements de coup en point. On voit que le Seigneur en armure Terminator a perdu 10 points, que le Ferro Centaurus a perdu 10 points, et que Fabius Bill et son acolyte ont pris par contre 15 points. Je suis pas fan en général des gameplays que propose le Spaceman du chaos, parce que je trouve que c'est assez souvent frustrant à affronter, tu vois ce que je veux dire, parce que soit c'est trop de ressources dans ta gueule par rapport à leur mobilité et leur versatilité, soit leur tir pouvait être cancer par certains builds. Oui. Le problème, c'est que je trouve qu'ils étaient quand même un petit peu boudés, et globalement, alors qu'on était censé être l'année du chaos, ils ont rendu, et c'est très bien, mais je comprends qu'un joueur Space Marine du chaos puisse être frustrant, ils ont rendu tellement alléchant les armées spécifiques, je pense à la Death Guard, aux Emperor Children, aux Thousand Sun, même si malheureusement la Data Slate m'a donné tort sur les Thousand Sun. Mais ils les ont rendus tellement alléchants, finalement, les joueurs Spaceman du chaos, je comprends qu'ils se sentent un petit peu lésés. Or là, on n'est pas vers des buffs, on est vers une augmentation de Fabius Bill, qui était un des rares builds qui marchait. En fait, ils nous l'ont dit d'ailleurs dans la présentation, ils ont eu un regard particulier sur les personnages nommés qui faisaient trop de choses par rapport au point qu'ils... Morvenval, Eton Chan, qui d'autre, enfin, donc, et là, Fabius Bill, le champion de l'empereur. Donc c'est plutôt un travail salutaire qu'ils font, parce que ça a tendance à énerver les joueurs Xenos, ou les joueurs qui sont pas Chaos Space Marine ou Space Marine, qui disent mais attendez, j'ai bien regardé vos personnages, ils valent combien à chaque fois, hein. Moi je joue contre un mec, combien il vaut lui, une fois que tu lui as mis la tête comme ça avec tes attaques, ça énerve les adversaires. Je veux dire, même sur d'autres jeux, Age of Sigmar, regarde, ils disent, mais attends, le mec il vient de faire 12 patates, il a 80 points. Ouais. 35 €. Ouais, il fait 7 attaques, sustain 2, Twin Linked, qu'est-ce qu'on fait? Bon voilà. Donc c'est bien qu'ils aient fait ce travail-là. Et effectivement, Fabius Bill faisait trop de taf pour les points qu'il vaut. 85 points, il peut blanc un dommage par phase ou par tour, je sais plus combien. Et la transformation, son détachement, et ainsi de suite. Mais tu penses pas qu'il aurait fallu donner des choses aussi aux Space Marine, ne serait-ce que renouveler leur gameplay qu'ils ont depuis quasiment l'index? Le renouveler, oui. Donc il fallait donner un détachement plus intéressant. Désolé Game Workshop pour les Night Lords, mais c'est pas très intéressant. Donc le renouveler, oui. Le rendre plus fort, non. Je rappelle que Liam vient de gagner donc le LGT avec un détachement qu'on n'avait jamais vu, parce que lui, c'est joué ce détachement et qui est le vétéran de la longue guerre. Donc tu veux jouer SMC, ça reste toujours très fort. Le pack Banzilot est toujours très intéressant. Je rappelle qu'au WTC, moi j'ai affronté l'ancien champion du monde en titre, donc Folger Piles, qui jouait les Accursed, donc les ACDC, Accursed Cultistes, donc c'était méta. Ouais, je trouve que je l'ai pété la gueule, mais c'était méta. C'était un énorme chibrax. Exactement. Donc non, c'est fort. Il fallait pas augmenter les Chaos Space Marine. Ça aurait été bien de renouveler leur gameplay à travers un détachement, mais on en voit toujours en raider. Enfin, c'est très riche, hein, le Chaos Space Marine. Non, ça pas forcément avec un détachement. Je me suis peut-être mal exprimé là-dessus, parce que c'est vrai que, comme tu dis, ils en ont beaucoup, et surtout des gameplays différents. Mais, je sais pas, peut-être changer un petit peu le gameplay, ou passer, je sais pas, de l'attrition qui viendrait, je sais pas, des élus, tu vois ce que je veux dire, plutôt que des possédés. Enfin, je pense qu'il y avait des choses à faire, et en tout cas, je comprends que des joueurs Chaos Space Marine qui ont que ça comme armée puissent se sentir un petit peu lésés par rapport à leur rejouabilité, même si en effet c'est très riche. À ce moment-là, je les invite à regarder ce qui arrive aux joueurs Eldar et d'être satisfaits qu'on les a oubliés. On continue dans le chaos avec la Death Guard. Là, on voit que seul le Land Raider du chaos continue de perdre des points. Putain, à chaque fois on dit ça. Il est passé à 240 et là il passe à 220. Pareil, bientôt ils vont te le donner, quoi. Et aussi Rotigus, mais c'est plus une harmonisation avec les Chaos Demon. Donc pas grand chose à dire en termes de nouveautés pour la Death Guard. Est-ce que tu penses qu'ils ont atteint un bon point d'équilibre? Et je pense qu'ils sont toujours bien jouables, parce que en fait ils avaient trop de ressources lorsqu'on les a joués au WTC, ce qui au passage a permis à Alban de faire une performance power level par son codex. Il faut quand même le... Non, je blague évidemment, mais en tout cas là... Alban, c'est LBS, qui a vécu sa première sélection en équipe de France, et qui a aussi gagné le War Master. Absolument. Donc franchement, belle performance. Et oui, au WTC, il y avait une surpuissance de ce codex qui a été tout de suite retravaillée. Ils ont perdu à peu près 200 points.
Et depuis, ils ont trouvé un bel équilibre parce que c'est toujours présent dans la méta. D'ailleurs, ça n'a pas empêché Alban de regagner le PWE et de refaire une très belle performance à la Ligue 1. Donc, comme quoi, je suis vraiment de très mauvaise foi. Et donc, là, je trouve qu'ils ont atteint un bon point d'équilibre. Ils sont plus pétés, désagréables à affronter. Ils sont performants et c'est bien. Donc, Game Workshop le sait et ne touche pas. Yes. Ensuite, on continue avec les Thousand Sun, où là, pour le coup, ça fait plaisir, puisqu'on avait été un petit peu avec le même discours que les Eldar sur la dernière Data Slate, où ils avaient vraiment mis un tarif en point, et aussi, justement, sur la restriction de certains usages au niveau de stacking de bonus sur les rituels cabalistiques. Là, on voit que Game Workshop revient avec beaucoup de diminution de coûts en points, ce qui est très très cool, hein. On voit que Ferro Centaurus, Ferro Cerberus perdent 10 points, on voit que les Marines Rubricae perdent 5 points, même dans mode MSU, c'est-à-dire, par 5. On voit aussi que la Mutalix revient en arrière puisqu'elle repère cette fois-ci que 5 points, tout comme le Predator qui en perd 10. Les Tsangor aussi avec les arcs sont baissés mais seulement par 3 et pas par 6. On avait parlé de ça la dernière fois, ils avaient augmenté uniquement par 6. Donc c'est cool, ça leur redonne en tout cas de l'oxygène par rapport à ce qu'on appelle l'early game, c'est-à-dire des unités à donner assez facilement pour aller prendre le centre table dès le tour 1. On voit néanmoins une augmentation de certains démons, avec notamment Kéros, le Duc du Changement, encore une fois, harmonisé avec ce qu'ils ont fait sur le codex du démon. Et là où pour le coup ça devient très intéressant, c'est la Data Slate qui, elle, et encore une fois ça a été un souhait de Game Workshop quand ils nous l'ont expliqué, non seulement ils ont voulu maintenir leur position par rapport aux rituels cabalistiques qui pouvaient être frustrants, mais en donnant les rituels cabalistiques aux démons, pour encourager justement les joueurs TS à jouer le détachement qui inclut les démons avec eux. Je trouve que c'est une très belle tentative pour dire, écoutez les gars, faites-nous confiance, testez ce gameplay, et dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu penses toi, aujourd'hui du TS? Pour le coup, il a vanish. Il a disparu, le gars. Alors, je pense qu'effectivement, la dernière fois qu'on a fait cette review de la dernière Balance Data Slate, c'était ceux qui avaient ramassé, et on avait dit quand même, là, Game Workshop, vous étiez certainement allé un peu fort. Donc c'est bien, et c'est bon signe d'ailleurs, c'est un peu d'espoir pour les Eldar. Ça montre que d'une Balance Data Slate à l'autre, ils sont capables de revenir en arrière. Et ils le font pas juste en disant bon ok, on vous rend tout ce qu'on vous a pris. Ils le font en allant vers autre chose, et c'est pas du tout inintéressant, et c'est fait avec habileté, parce que permettre aux démons de bénéficier des règles du Thousand Sun, c'est quand même bien ce qu'on veut voir. Si s'allie avec les démons de Tsench, c'est qu'on a envie qu'ils bénéficient des bonus. Par contre, on se dit putain, ça va poser des problèmes, parce que s'ils peuvent relancer les touches et avoir des bonus de PA, c'est plus du tout la même chose, là, les Lord of Change dommage 3. Et ben Game Workshop y a pensé, et d'ailleurs, du coup, les augmentations de points liées au changement des Lord of Change ne sont pas les mêmes en TS, ils sont plus forts que dans le codex démon. Donc c'est fait avec intelligence. C'est difficile, hein, parce que c'est un codex très dur à lire, d'identifier si ça sera suffisant ou si ça sera trop. Malheureusement, je crois que ça sera ou l'un ou l'autre, parce que c'est le problème du TS. Tu vois, moi j'ai un discours qui est tout autre, mais qui n'est pas lié à l'équilibrage. C'est encore une fois où t'emmène l'éditeur de jeu en termes de saveur et d'ADN. Ben, ça c'est mal. Moi je suis pas un joueur TS, je suis un joueur Emperor Children au niveau du chaos. Si demain il me surbuffe le détachement qui me permet de jouer avec les démons de Slanesh, je vais être obligé d'en acheter, de les monter, de les peindre. Il y a un problème entre guillemets économique qui va t'inciter très souvent, très fort à le faire, mais il y a aussi un plaisir d'hobby, c'est-à-dire bah ouais, mais merci aussi de me forcer à aller voir ailleurs. Ouais. Exactement, tu vois. Ouais. Là, est-ce que le TS par rapport au nombre de figurines, aux collections, alors que finalement aujourd'hui toutes les listes tournaient autour soit d'un spam de Rubricae, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça très bien. Oui. Ils encouragent les joueurs à élargir leur collection, parce que de toute façon, il y avait peu de références différentes au catalogue. Oui, en fait, je trouve ça très intéressant, effectivement, de se dire, en plus le TS, il peut manquer un petit peu de vitesse. Là, on va pouvoir trouvé de la vitesse avec les raies de Tsench et du PUPS, parce que les raies qui sont PA4 anti-véhicule 4+, PA4 parce que vous aurez réussi votre spell. Bon, c'est dur. Donc, je pense que, moi, j'ai très hâte de voir les différents builds qui vont nous sortir. J'observe aussi qu'ils sont capables désormais d'aller dans la granulosité la plus fine, parce que ils ont baissé le prix du Predator Destructor chez les Thousand Sun, alors que c'est typiquement le genre d'équipement pré-hérésie qu'ils essayent d'homogénéiser chez les loyalistes et chez les KO. Là, ils y vont vraiment donc dans la dentelle, et j'aime bien ce travail-là. Yes, on continue et on termine le KO avec les World Eaters. On voit que Angron perd 20 points. Pareil, ils vont le donner au bout d'un moment, ce bâtard. Il coûte 340 points. On voit que les Munificents, donc en fait la petite unité de 8 figurines, a perdu 10 points. Le personnage par contre Octolier, lui, en prend 15, et c'était justifié, bordel. Tout comme le seigneur sur Juggernaut qui prend aussi
15 points. Qu'est-ce que tu penses du World Eater? Est-ce que tu le trouves balance? Moi, souvent, je me plains du fait qu'il ne touche pas soit au détachement Berserk, soit au Berserker. C'est-à-dire que je trouve que le gameplay de Horde est très facilement fort, avec peu de contre, sauf le fait de durcir sa liste. Je trouve quand même qu'ils sont assez habiles là-dedans, parce qu'ils viennent nous mettre encore un petit coup supplémentaire sur les mécanismes de la Horde, donc le personnage qui permet les deux personnages, donc le Juggernaut, et puis également les reliques, le glaive, etc. Donc tout ce qui relève du Warband est quand même un peu travaillé. Ils ont trouvé le moyen aussi de donner de l'intérêt à des unités alternatives, les Hatebound qui sont quand même hyper ADN du Codex. En fait, là, ils leur ont redonné de l'utilité, notamment pour aller travailler sur les véhicules. Bon, donc je trouve qu'ils ont assez bien géré leur boutique sur le World Eater. J'entends que les mécanismes présents dans le World Eater, de nervosité, de surge, d'attrition, peuvent être assez toxiques quand on joue contre ça alors qu'on débute, parce que en fait, on n'a pas l'habitude de réceptionner des choses avec trop forte pression, ça c'est normal. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir progresser. Et donc, mais sinon, je trouve que c'est assez bien équilibré. Ok, on passe maintenant du côté des Xenos avec les Drukhari. Drukhari qui, on rappelle, est le dernier codex en date sorti sur Warhammer 40 000. Ici, petit équilibrage. On voit que les écumeurs, c'est-à-dire les motos, prennent seulement 10 points quand on les joue uniquement par 6. Elles ne sont pas touchées à 3. Ouais. Et que le Ravageur perd 5 points pour être à 110. Oui, bon, ça c'est de l'ajustement un peu anecdotique. On s'est pas vu depuis la sortie du codex, entre guillemets, par rapport à la méta. J'ai entendu tout et son contraire. Au début, ça a été boudé, et finalement, on voit quand même que certains gros joueurs historiques perfent avec ce codex. Comment est-ce que tu le vois, toi ? Exactement ce qu'on avait dit lors de la review, c'est-à-dire que c'est un codex de spécialistes. Et donc, c'est difficile de le prendre en main, c'est difficile de performer. Par contre, je pense que c'est extrêmement plaisant de chercher à résoudre le problème. Pour ceux qui jouent à ce jeu, dans une logique de problem solver, dans une logique vraiment de j'aime mon armée et je veux une armée qui peut résoudre tous les problèmes, il y aura toujours une solution, elle n'est pas facile à trouver, ils vont adorer cette armée et ils vont même performer. Pour ceux qui cherchent juste la puissance brute et le truc du moment qui est passé entre les mailles du filet et qui est pété, passez votre chemin. Voilà. Allez jouer à mec. Allez jouer à mec, allez jouer au billes surtout. Et donc là, moi je trouve que c'est un très beau codex, et oui, ça va prendre un peu le temps, mais je rappelle que le codex Drukhari, l'index Drukhari, pareil, il y a eu des phases où ça a été boudé lourdement, et puis d'un coup, il y en a un qui se réveille, qui dit tiens, Scary, il a fait une performance, j'ai compris là comment il jouait, et je vais le jouer. Bon, donc moi je trouve ça très intéressant. Ok. On parle des derniers codex à être sortis. Il y a aussi le Chevalier Gris. Chevalier Gris, ici, seulement 2 modifications de courant de points. Les Purgation Squad, donc les Purgators, qui vont perdre 10 points en passant à 115 les 5, 230 les 10. Et aussi les Interceptors, donc qui, pareil, bougent de 12 et ont un buff de mouvement une fois. Eux perdent 5 points par 5 et 10 points par 10. C'est quoi ta vision sur le Chevalier Gris ? On s'était beaucoup attardé sur la déception au niveau de Kaldor Drago et du fait qu'ils avaient dilué la puissance d'un détachement sur plein de mécanismes de jeu, sur plusieurs détachements. C'est quoi le retour d'expérience qu'on a sur les Chevaliers Gris ? Est-ce que tu as vu des joueurs performer avec ? Est-ce que tu as vu des joueurs GK qui ont quand même réussi à s'amuser ? Oui, alors je pense qu'on peut s'amuser avec le GK. En plus, il faut aller chercher, il faut sortir un peu des sentiers battus. Il faut aller peut-être chercher aussi des avions. Donc, Réseau a fait une performance pas dégueulasse au PWE avec ses GK et un Storm Raven. Ce qu'il faut dire aussi, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous allez le comprendre désormais, quand on est dans une méta qui est dominée par des mecs qui en ont rien à foutre de vos armures à 2+, ou de vos armures énergétiques, parce qu'ils ont de la PA comme les dragons, comme les poulets admec, comme les Melta des Sista, en fait votre armure elle n'a aucune valeur. Et donc du coup vous rentrez chez vous, voilà. Alors que là si ça sort un petit peu, ou en tout cas c'est amorti, on va pouvoir revoir des armures. Moi typiquement, une de mes premières réflexions en voyant cette data slate, c'est de dire tant pis pour les Eldar, mais moi en tant que joueur Space Marine, je vais peut-être pouvoir ressortir des véhicules. Parce que, en fait, dans une méta où tout le monde a PA4, des véhicules Space Marine qui valent quand même des points, qui sont une très très belle cible pour des grosses Lascan ou des gros Melta, tu les sortais pas. Les guerriers dragons, ils arrivaient, ils en ciblaient 2, ils t'en pétaient 2, ils remontaient, ils allaient au tour prochain. Bon, donc tu pouvais plus les jouer. Donc, oui, c'est fait un peu bêtement pour les Eldar, mais c'est important quand même que ces mécanismes-là, ou en tout cas cette méta shift, parce que ça exclut trop de monde, ça exclut le custo, ça exclut les armures énergétiques, tu ne voyais plus un véhicule Space Marine, idem pour les véhicules Chaos Space Marine,
Bon, c'est bien que la retourne va retourner, quoi. On est d'accord, tu parlais d'ailleurs de Lascan, on va parler des Imperial Knights. Là pareil, pas mal de diminutions de coups en points qui sont inférieures à l'augmentation qu'ils avaient subie au changement de la méta après l'été dernier, mais on voit que le croisé perd 10 points, tout comme le Defender, donc le nouveau en plus, le Errant, le Gallant et le Vigilant, qui perdent donc tous 10 points. Est-ce que tu penses que ça va suffire pour aplanir la différence entre l'Imperial Knight et le Chaos Knight? Parce que je sais que c'est pourtant des armées très différentes par rapport au mécanisme de leurs règles, mais qui au niveau de leur architecture ne changent pas. Bah non. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as un détachement CK qui te permet d'avoir une invulnérable au corps à corps, et que tu n'en as pas la même chose chez l'IK, bah déjà ça fait une grosse différence. Alors, après tu as des aptitudes de lige différentes. Il y a des choses qui plaident, et donc on va le regarder un petit peu. En fait, ce qui a été nerfé directement à sa sortie, c'était le détachement Advance Tier, et puis reroll les Advance. Et il y avait des choses intéressantes là-dedans. Malheureusement, c'était trop toxique pour les tables Game Workshop, et donc on a directement été nerfé avant même la sortie. Donc, moi je suis dubitatif. Ça veut pas dire qu'on peut pas prendre de plaisir à jouer avec. Je pense qu'on peut totalement prendre du plaisir et on peut totalement même performer. Ça veut dire juste, par contre, que quand de l'autre côté on a des stratagèmes aussi forts que ce qu'on peut voir soit dans le kit Lord of Dread des CK, soit dans le kit Infernal, on va avoir du mal à tenir la comparaison. Surtout les reliques aussi. Surtout les reliques. On passe maintenant du côté des gens de petite taille avec les ligues de Votann, avec pareil, depuis le codex on n'est pas tellement débriefé dessus. Là on voit que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que tout baisse. Je sais pas ce qu'il aura pris, mais effectivement les win rates étaient peut-être un peu faibles, mais là c'est très très bonne nouvelle pour les joueurs Votann. Donc on a déjà Buri, qu'on avait très envie de jouer, en tout cas moi j'avais très envie, même si les joueurs Votann, je les ai pas sentis très 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 excités par ce personnage. Moi je le trouve très cool, et là il a baissé significativement. Ah bah oui, 15 points, il a 95, le mec c'est quand même une machine à peindre. Il fait tout, en fait. Machine à peindre, Surge Move, tape Force 12, PA3, dommage je sais plus combien, 3 je crois, donc c'est une violence. Donc il va certainement qu'on va le voir. Même les petits arcanistes qu'on n'avait pas vus, ça peut être bien pour terminer une liste parce que ça fait des petits bonhommes pas très chers. Et puis surtout, déjà les Steeljack c'était déjà très fort et très joué. Baisse de points. Du coup, très fort et encore plus joué. Voilà, bravo. C'est quoi le Votann, le positionnement aujourd'hui? Quelqu'un qui en fin 2025 voudrait commencer une armée, tu lui conseilles? Oh oui. Oui, je pense, parce que c'est une armée qui... C'est la dernière armée from scratch de Game Workshop. Donc Game Workshop va y mettre un petit peu de jus dedans, ça me paraît clair, donc ça me paraît être un bon investissement. En plus de ça, on a de quoi se faire plaisir parce que c'est une armée qui est assez hybride, qui peut tirer, qui peut faire du close, qui va pas tirer un petit peu de vitesse, c'est des nains, donc voilà, mais il y a quand même des mouvements scouts, il y a quand même des infiltrations, des react moves, donc c'est une armée qui, dans son essence et dans son design, est quand même bien pensée pour de l'interaction avec l'adversaire. Je vois également qu'on a des petites chariots, là, donc les petites Land Fortress qui ont des ignore modifiers et relance des 1 à la touche. Donc en fait, on est quand même en capacité de jouer et d'avoir un plan indépendamment des pouvoirs de l'adversaire. Et ça, si aujourd'hui ça a une valeur assez modérée dans la méta, mon intuition c'est que ça va en prendre. C'est-à-dire que là, on est sur une fin de version où cette capacité à dire t'as peut-être des pouvoirs mais je les ignore, moi je pense que ça va être bon. On passe ensuite les amis sur les Nécrons, où il n'y a pas de changement de coup en point, mais je pense que c'était quand même intéressant d'ouvrir cette page au-delà de allez salut mon pote. Qu'est-ce que tu peux dire sur le Nécron? Ça veut dire que c'est vraiment, et je pense qu'on avait déjà ce sentiment très tôt dans cette 10e édition, c'est un petit peu l'armée de calibrage de Game Workshop. C'est indélogeable, voilà. Pour le coup ça joue toujours, et ça joue dans tout. C'est quand même ça qui est incroyable. Donc là, il y a eu un shift. Il n'y a qu'à suivre Ashord. Il est passé sur Obéissance Phalanx. Il était sur Awaken Dynasty avant ça. Ça fonctionne très bien. C'est très plaisant à jouer. Je rappelle, excuse-moi pour les gens qui suivent pas vraiment les potins de la méta, ils ont notamment nerfé le Roi Silencieux. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de se dire que c'est tellement riche qu'ils arrivent néanmoins à toujours faire des builds et ils ne baissent pas leur taux de victoire. Oui, du coup ils l'ont nerfé. Ils ont changé son aptitude qui était Ignore Modifier, qui était trop forte, et ils lui ont donné un bonus de mouvement. Un Nécron qui a un bonus de mouvement, il est content, en fait. Et donc, il est toujours, guess what, il est toujours dans les listes, en fait. Et lui, pour le coup, désolé les Eldar,
ils ont nerfé sa aptitude et ils ont baissé ses points. Essayez d'appliquer ça, donc, les amis. Très bien. Très bien. En fait, de toute façon, vous aurez kiffé. Alors là, la 10e édition, ça a été une édition pour vous, tout comme la V9, d'un autre côté. Oui. Foire. Oui, mais la V10, vous l'aurez traversée sans vous faire insulter, alors que la V9, vraiment, c'est vrai. vraiment. C'est vrai. Même chose pour les orques. Oui. Les orques qui ont été, alors entre guillemets, j'allais dire les grands guerriers de la dernière Data Slate, surtout en termes de kiff, pas tellement en termes d'échelle de puissance, puisque ça c'était surtout un buff de Monsieur Traka, donc Cascul, qui vraiment est leur primarque. Au niveau des coups en points, tu penses qu'elle est plutôt balance ? Oui, on commence à les voir revenir avec des performances des joueurs orques. Et puis, encore une fois, là, c'est plus sur un sujet de méta. Si jamais tu sens qu'en face, c'est le genre de switch et d'équilibre classique, si tu enlèves les ennemis, ou en tout cas les némésis des véhicules, qui sont plutôt des logiques de tir. Donc, on l'a dit, Admech, Sista, Eldar. Bon, du coup, peut-être que le tir véhiculé, donc l'artillerie, va revenir dans la méta. Si l'artillerie revient dans la méta, alors les unités et les armées qui ont des logiques de pression et qui viennent t'embourber tes artilleries, vont revenir aussi en pierre, feuille, ciseaux. Et donc là, typiquement, l'orc, il est en fauteuil pour réceptionner les artilleries qui tirent et qui sont pas capables de résister aux grosses pressions. Donc, moi, je suis assez confiant et je pense qu'ils vont... encore une fois, c'est une armée plutôt de spécialistes, mais c'est une armée qui a un ADN de ouf, un swag de ouf, et qu'on va revoir, et qu'on a déjà commencé à voir revenir sur le table. Yes, on enchaîne ensuite avec toujours du Xenos, cette fois-ci les taux. Plein de choses à dire. Déjà, changement de coup en point assez pertinent, j'ai trouvé. Le Skyray va prendre 10 points, tout simplement pour qu'il y ait au moins une petite différence avec le Hammerhead qui justement est meilleur statistiquement. Donc je trouve ça normal que le Skyray soit plus cher. Et aussi la Riptide qui était à 190 qui passe à 200 parce que aberration de tanking et qui en plus de ça lors de la dernière Data Slate avait été boostée sur sa deuxième arme de tir pour être plus cohérente. Oui. Ensuite, belle diminution de coup en point au niveau de la Storm Surge. Oui. Alors je sais qu'en WTC vous la jouez pas trop, mais je trouve que à 360 points elle fait grave envie en matchplay et en narratif. Oui. Et quoi qu'il arrive sur un layout Game Workshop, mais c'est astro stylé et même très très fort. Ensuite on voit que les équipes d'attaque, donc c'est les gars de base, perdent encore 5 points. Pareil, à un moment ils vont les donner, mais on est à 70 points, on est à 7 points le modèle. Après honnêtement perso je suis vraiment pas fan d'eux, mais les Breachers qui sont quand même aujourd'hui une source, surtout vu la méta excellentissime, perdent 10 points. Ouais. Le seul problème, et c'est là où on va en discuter, c'est, je le rappelle, avec l'arrivée de la Kill Team, les armures stealth sont passés leurs effectifs de 3 à 5 et donc sont à 110 points. Or, c'est vraiment la pierre angulaire, en tout cas c'était la pierre angulaire du gameplay, puisque c'est ceux qui en ciblage donnent la relance D1 à la touche et à la blesse. Est-ce que tu as vu des shifts ou est-ce que les joueurs tôt sont toujours en train de se plaindre ? C'est justifié. Ça a queené un peu trop fort, un peu trop vite je pense, parce que ça a de la vertu d'avoir 5 bodies, ça rend l'unité plus mais la taxe est à 220. Mais la taxe c'est pas juste une taxe, parce qu'en fait ça s'infiltre, parce qu'en fait ça a des coups de melta, parce qu'en fait ça tire un peu. On est passé de 1 à 2 melta. Voilà. Juste pour expliquer. Donc c'est pas juste une taxe, et surtout désormais c'est vraiment pas, tu peux pas juste faire une activation et les péter. Donc tu peux très bien imaginer sortir 1 ou 2 bodies pour cibler et voir le mec, tu te fais tirer dessus, t'enlèves tes premières pertes, t'es encore visible et donc t'es réutilisable, alors qu'avant une seule activation te wipait. Donc je trouve que ça n'est pas un débat d'échelle de puissance. C'est un débat autour de l'ADN de l'armée. Exactement. Et du fait que le game design malheureusement tournait trop autour de ces 3 petits bonhommes. Ça va continuer. Exactement. Mais à côté de ça, ils sont comme ça au niveau du win rate. Et alors, c'est quoi toi ton avis aujourd'hui sur le taux ? Oui, le taux en ce moment, on regarde forcément en équipe en particulier, mais sinon en fait le win rate est vraiment en croissance forte. Surtout encore une fois, c'est une question de shift de méta. Si tu enlèves les mecs qui déboîtent très facilement les véhicules, le mec qui se remet à te spammer des crisis, il va te déboîter la tronche en fait. Et les crisis, c'est pas cher. Tu fais ça en retaliation, t'es pas content. En plus de ça, là, on vient de te donner un peu plus d'oxygène pour jouer un petit peu d'infanterie en face de tes crisis. Franchement, ça fait peur le taux, vraiment. Et surtout, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué contre, on sait plus. Et enfin, les amis, il nous reste à voir les Tyrannides. Tyrannides qui, pour le coup, n'a pas beaucoup de changements, si ce n'est des diminutions au niveau des Carniflex qui viennent quand même perdre 25 points par tranche de 10. Ouais. Après, il tenait pas longtemps sur le champ de bataille parce que c'est des dreadnoughts un petit peu en termes de châssis. Ouais. Mais quand tu perds 25 points, t'es content, quoi. Enfin, tu t'as perdu plus de 25%. On a aussi le Tueur Hurler qui a perdu 10 points, donc qui est à 125. Bon, globalement, ça va pas changer la méta, même si ça fait des monstres vraiment pas chers, là, pour le coup, les Carniflex, mais t'es harmonisé, on va dire, par rapport à leur profil très tir ou très corps à corps versus des dreadnoughts qui coûtent un peu plus cher.
Juste pour expliquer aussi, au niveau du shift qu'avait fait le Tyrannide, ils avaient eu une unité kill team qui était les rôdeurs hyper adaptés. On parle quand même de 165 points pour les 5 bodies de Ravener, qui pouvaient leader les Raveners, mais qui avaient que des armes jumelées anti-marines en gros. Et donc c'était très appréciable de pouvoir... Et anti-monstre, anti-véhicule 5. Mais avec le jumelé, de toute façon, tu allais farmer ce que tu voulais. Donc, c'était très cool, mais on est quand même sur une seule unité de rajout. Moi, ma vision en tant que quelqu'un qui a joué principalement derrière Tyrannide au début de la V10, mais plus dans une optique de contrôle que d'attrition, alors que le gameplay d'attrition est arrivé un petit peu après, avec le détachement tunnelier, mais je suis pas sûr qu'il a été joué en compétitif, et notamment cette unité, qui permettait quand même de faire revenir les Raveners et d'avoir vraiment beaucoup de punch au détriment d'unités comme les Bounty Servants Ryan. Comment est-ce que toi, tu vois le Tyrannide aujourd'hui? Moi, je le trouve malheureusement trop entre tout. Ouais, il trouve pas complètement sa place. Alors, il est jamais nul. Non, c'est vrai. Mais on n'arrive pas bien à identifier quel va être son positionnement. Alors, encore une fois, quand tu as dans ton armée des monstres et que tu en face, ça tue les monstres trop facilement, bah, ça veut dire qu'il y a toute une partie de ton codex que tu ne regardes plus. Du coup, tu te mets à regarder plutôt les Vanguards ou plutôt les tunneliers, mais c'est pas ouf. Bon, là, c'est aussi pour ça que je disais que c'est sain que l'endurance que tu achètes soit réellement récompensé et qu'on n'ait pas en face de nous des mecs qui disent non mais moi j'ai regardé, là j'engage 150 points, je te pète 500 points de véhicule. J'exagère à peine. Et donc là on va peut-être certainement revoir sur table les gros monstres, peut-être en invasion, parce que je rappelle qu'en invasion on peut mettre un film de pain à 5 sur ces monstres, peut-être chez les tunneliers, parce que oui, les carnifex je veux juste préciser quelque chose pour s'il y a des gens de Tyrannide, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on parle en ultra compétitif. Moi en amical je trouve que le Tyrannide ça reste toujours une des meilleures armées, parce qu'il n'y a pas une game où je me suis pas amusé soit en faisant une liste full monstre contre un marine où il se chie dessus parce qu'il n'avait pas la létalité pour, soit au contraire avec des petites unités pour l'embêter, avec du Vanguard, avec une forme de pression qui rendait le gameplay de mon adversaire très anxiogène, ce qu'on essayait de ce qu'on aime avoir dans Warhammer 40 000. C'est juste qu'en termes d'échelle de puissance, on les a jamais sentis vraiment burnés, quoi. Oui, cette V10 là-dessus, ils n'ont pas été très burnés ni à échelle de puissance, ils ont été plutôt dans les logiques de contrôle, alors que tu t'attendrais à ce que ce soit plutôt des mecs qui t'agressent, qui te bondissent dessus, qui vont très très vite vers toi et qui t'angoissent, type Stampede comme on avait en V9 ou des choses comme ça. Là, on n'a pas eu ça en V10. Et puis derrière, du coup, il y a aussi une question d'influence. C'est-à-dire que si les grands représentants des Tyrannides sont plus trop sur les Tyrannides, et du coup, il y a moins de gens qui vont qui vont build des listes inspirantes. Donc ça snowball un petit peu. Donc Aimé a plutôt basculé en France sur le démon ou le Death Guard. John Lennon a pas joué Tyrannide depuis très longtemps. En fait, je pense que c'est un codex, malheureusement, qui a aussi un peu déçu ses propres joueurs Tyrannide. Et donc, j'espère qu'ils vont retrouver un peu de souffle là sur la fin de la V10 et puis à l'arrivée de la V11. Enfin, le Tyrannide est intéressant, mais il correspond pas à l'ADN qu'on attend, je trouve. Voilà. Mais il y a pas une game où je me suis pas senti avec des outils. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les outils sont cool. Il y a des choses intéressantes, tout ce que tu veux. Mais j'ai pas l'impression que ça corresponde à ce que cherchent les joueurs Tyrannides dans leur codex. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a fait le tour, les amis, de cette data slate. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque data slate. À part pour les Eldar, ou le taf. Ouais, gros taf. Franchement, le taf. Mais en plus, il faut pas oublier que cette data slate est accompagnée d'un aéropage de détachement. Donc on a donc 6 détachements qui arrivent, des réexamens des détachements ou des puissances. Donc allez ouvrir vos faction packs parce que vous aurez des éléments qu'on a évoqués ici et que vous ne trouverez pas dans la data slate elle-même. Franchement, énorme taf. Alors qu'on pourrait se dire, les gars, on est sur la 3e année d'une version, donc on sait qu'on est plutôt sur la dernière année, et on va se laisser porter tranquillement, pas du tout, position magasin. Pas du tout. Évidemment, ce qui est assez hallucinant, je me permets d'ouvrir un petit peu de libre antenne, tu vois ce que je veux dire, mais je crois que j'ai pas connu une édition dans laquelle t'avais envie de jouer toutes les armées du chaos parce qu'elles avaient toutes leur propre ADN. Tous les chapitres Space Marine sont jouables et le Space Wolf a même pas la même chose que le Blood Angel. Le Dark Angel amène quelque chose de complètement différent où c'est peut-être la première fois où on arrive à se faire kiffer aussi bien avec des unités signatures d'Aravenwing, des unités de la Deathwing, tu vois ce que je veux dire, et un Primarch ultra burné. Les Primarchs qui sont, j'allais dire tous jouables, mais ouais. Enfin, franchement, aujourd'hui, Robo Gunyaman, il amène un truc. Alors, il est un petit peu dans l'ombre, étonnamment, de Marnus Augustus Calgar, par rapport au stratagème, mais il t'apporte un deuxième hausse. On a Angron qui baisse en coup en point et qui propose quelque chose, tu vois ce que je veux dire, dans le jeu. On a Mortarion qui propose aussi clairement quelque chose aujourd'hui dans le jeu. Et on a un Magnus qui, pareil, là, est buffé avec des tentatives, en tout cas, de rendre les unités scintillantes plus intéressantes. Et c'est la première fois qu'on voit un vrai shift en disant, écoute, les démons, on pensait que c'était que dans un détachement, ouais, mais on leur donne ta règle d'armée. Enfin, excuse-moi, mais là, j'ai l'impression que toutes les armées et full grip depuis aujourd'hui,
donc depuis avant-hier, pardon, est jouable. Pour tout dire, moi j'avais fait le shift de passer sur les layouts Game Workshop, justement quand je jouais au C, et il y avait un vrai plaisir de jeu déjà là. Mais là, tu vas reroll, tu vas augmenter ta force, tu vas surge avec Fulgrim. Aïe aïe aïe. Ouais. Non, énorme taf. Malheureusement, cette fois-ci, c'est les Eldar qui ont un peu pris. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est encore une fois les meilleurs joueurs Eldar au monde qui ont ouvert la fenêtre à Game Workshop en disant « Regardez, là, c'est con ». Et je comprends que c'était des mécanismes, encore une fois, qui ne créent pas de jeu et qui sont frustrants. Qu'un débutant, il sait très bien dire « je retourne dans mon véhicule ». C'est vrai. Mais il gérait pas forcément assez bien ses ressources. Et comme ils étaient chers, tu vois ce que je veux dire ou pas, la notion de simple trade avec l'Eldar ne marchait pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, je trouve que malheureusement, ils ont été un peu forts. Ils ont été clairement forts. C'est peut-être aussi un apprentissage pour Game Workshop. Il faut qu'ils arrêtent de sortir des Eldar qui ont une puissance débile en début de version. C'est parce que probablement qu'on est sur une sorte de revenge kill là. C'est-à-dire que ça fait 7 fois qu'ils énervent, 7 fois qu'ils reviennent et 7 fois qu'ils pètent la méta. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le début, il y avait un problème de game design et d'échelle de puissance chez l'Eldar. Entre les dés de miracle, c'était débile, début V10. Et Linkarn, qui a été longtemps débile, le fantasme, qui était turbo débile. Bon, faut qu'ils arrêtent. Et ils ont malheureusement cette habitude de sortir des Eldar pétés en début de version. Et on passe la version à les tone down. Là aussi, encore une fois, c'est un peu la même chose que je trouve que pour les TS, c'est un petit peu moins grave que Game Workshop réoriente aussi les listes d'achat. Bien sûr. Là, dire aux Eldar, mon pote, tu veux de la fraîcheur, monte-toi une armée d'Arlequins où il faut que tu achètes 6 fois la même boîte, et encore si c'est pas 12. Tu vois, c'est là où j'ai plus de notes. Comprends bien, je dis pas c'est bien fait pour la gueule des Eldar. Je dis ça serait bien que Game Workshop les équilibre mieux dès le début pour que nos amis Eldar puissent jouer et finissent pas par prendre une descente du coup de spatiale comme ça. Parce qu'en fait, c'est forcé que ça arrive. Et encore, ça arrive hyper tard. Je veux dire, les Ravengard, ils prennent une descente du coude le trimestre suivant. Les Slaanesh, ils ont pris une descente du coude le trimestre suivant aussi, alors que c'était pété. Bon, c'est normal. Quand tu fais un truc trop fort, on te dit, j'ai plus de solution, je t'empêche de le jouer. Avec vos collants, serrez les mis jusqu'au mois de mars. Voilà, oui, je suis désolé. C'est un petit peu dommage. Ou empruntez-moi mon armée Harlequin. Voilà. Joueur Harlequin. Faites-vous plaisir, une bouffée de fraîcheur, allez jouer le dieu moqueur. Voilà, exactement. Merci en tout cas énormément à toi, mon petit Olivier, d'avoir justement présenté cette Data Slate, encore une fois, qui a un goût de ouf, décidément, cette 10e édition. À part la première année qui était mitigée par rapport à l'équilibrage. Le premier trimestre. Ouais. Franchement. Ouais, là, Game Workshop continue de nous faire kiffer, c'est ouf. C'est la première, et je l'ai déjà dit à la dernière Data Slate, c'est la première fois que je n'ai pas envie d'un changement de version. Et waouh, quoi. Ça promet, hein. Franchement, ça promet, et s'ils mettent la même ingénierie et la même sagesse dans l'écriture de la V11, franchement. Ça donne envie. Hein. Ah, c'est ouf là. Turbo hype. Là, on a 6 mois de kiff quoi. Non, mais franchement, 6 mois de kiff et vivement l'été prochain. Mais tu as raison, j'ai pas hâte de changer de version. Je me régale maintenant. Je vois qu'ils nous sortent des choses. Tout est bien. Les secondaires sont insane, les primaires sont insane, les layouts, même games, tu vois. Mais bien sûr. Insane, bien sûr. Warhammer 40 000, et c'est d'ailleurs pour ça que la croissance de Warhammer 40 000 est ouf en ce moment. On n'a jamais recruté autant de joueurs de Warhammer 40 000 au niveau de la croissance commerciale et des praticiens. Donc ça, c'est top dans ce jeu, quoi. Oui. Et c'est ce que je dis à chaque fois au débutant, mais tu apprends doucement au début, tu gères les primaires, tu apprends juste tes règles de datasheet. Après, tu vas avoir la notion de secondaire qui va rentrer en jeu. Tu as tout le jour des choses à faire. Bien évidemment, il y a des différences qui vont se créer en termes de niveau de liste ou des joueurs, mais les 3 premiers tours sont systématiquement un plaisir. Bien sûr. Et c'est franchement, c'est moi je joue depuis 2018. J'ai connu la V8, V9 et la V10. Je fais partie de ceux qui ont un peu regretté que des éléments de skill partent de la V10, notamment les logiques de 3-point, et en même temps c'était des éléments qui étaient un peu toxiques et qui effectivement déterminaient si tu étais meilleur que l'adversaire, mais qui n'avaient pas de sens même immersif. Donc en fait ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et en fait je trouve qu'il trouve le bon chemin entre maintenir l'aspect stratégique ou profondément stratégique du jeu et le rendre accessible et moins frustrant que ce qu'il était en V8 pardon. Je trouve ça assez admirable parce que moi-même on me demanderait de l'écrire, je ne trouverais pas, alors que d'habitude j'ai des idées hein. En général ceux qui me connaissent savent que j'ai des idées, mais là je trouve que bravo, parce que quand on les voit arriver, l'arrivée de Josh Roberts, donc l'ancien capitaine anglais, on le rappelle, qui a été recruté par Game Workshop pour équilibrer. C'est en tout cas, on a très clairement vu la différence avec son arrivée, et puis surtout les liens entre les différentes équipes de Game Workshop, celles qui organisent les événements et qui ont les retours, et puis celles qui écrivent les règles. Donc il y a beaucoup plus de travail un peu
matricielle, horizontale chez eux. Donc ça c'est très bien. Et beaucoup plus de prise de retour de la communauté compétitive et de la communauté tout court. Et donc ça aussi c'est bien, qu'un éditeur ne se moque pas de ses joueurs, c'est bien. On est d'accord. En tout cas, un grand merci à toi Olivier d'être venu nous présenter cette Data Slate. Les amis, on espère clairement qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, en tout cas le jour de cette Data Slate, sortait aussi le détachement Space Wolf. Pas d'inquiétude, celui-ci sera couvert pour la vidéo de vendredi. Voilà, on espère tous que cette vidéo d'ailleurs vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. C'est bientôt les Zetren et c'est la plus grosse vidéo du mois de décembre, avec le rapport de bataille de Noël. Donc n'hésitez pas à passer sur le Tipeee, je mettrai le lien en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.